Quand Zineb El Razoui marche seule au soleil, deux ombres la suivent sur les trottoirs parisiens. La sienne est celle du policier chargé de sa protection qui lui emboîte le pas dès qu'elle met le nez dehors. Zineb El Razoui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, ancienne membre de la rédaction de Charlie Hebdo et vous êtes la femme la plus protégée de France. À quoi devez-vous cette protection ? Au fait d'être une femme couverte de fatwas depuis 2009, ensuite en 2015. Le fait d'avoir travaillé à Charlie Hebdo m'a beaucoup exposée. Le fait d'avoir coécrit un ouvrage, une bande dessinée sur le prophète Mahomet avec Feu Charb, le directeur de Charlie Hebdo, assassiné en janvier 2015. Et le fait de défendre tout haut l'esprit de l'irrévérence, de l'anticléricalisme, mais vis-à-vis de la religion islamique, d'où je suis issue. C'est ça. En fait, vous n'êtes plus musulmane aujourd'hui, vous êtes athée, mais vous connaissez bien l'islam. Je suis née dans la religion musulmane. J'ai étudié l'islam de la maternelle au bac de façon obligatoire, puisque j'ai grandi au Maroc où ça faisait partie des programmes scolaires. Le Maroc n'est pas un pays laïque, n'est pas un pays sécularisé. Quand on est marocain, on appartient forcément à l'une des deux communautés religieuses officielles. Donc, à défaut d'être juif, on est forcément considéré comme musulman, sunnite, de rite malékite, qu'on le veuille ou pas. Donc, nos mariages, nos successions, nos divorces, notre quotidien est régi par la religion, qu'on le veuille ou pas. Et à quel moment vous avez fait le passage de ne plus être cette musulmane que normalement vous auriez dû rester ? Eh bien, je vais vous dire une chose. Dès l'enfance, j'ai commencé à réfléchir à ma condition de marocaine, de femme, de musulmane, et je me disais, mais quelle est donc cette foi obligatoire ? Est-ce qu'il n'y a pas là matière à s'interroger ? Et puis à l'adolescence, effectivement, je me suis rendu compte que le fait d'être née femme musulmane me privait de droits avec lequel la majeure partie de l'humanité est née. Donc j'ai décidé de me rebeller contre cette religion et d'entreprendre cette longue quête intellectuelle d'apprentissage, de recherche, de compréhension de l'islam, de ses textes, qui me permet aujourd'hui de me sentir bien dans ma conviction, qui est la libre pensée, pour ne pas dire carrément l'athéisme, et aussi de contribuer à cette lame de fond, à ce mouvement intellectuel profond où nous sommes aujourd'hui des milliers à participer, celui qui tente d'affranchir les musulmans du joug de la superstition dans lequel ils baignent encore. D'ailleurs, c'était en décembre, sur les télés françaises, vous aviez dit qu'il faut que l'islam se soumette à la critique, à l'humour, au droit français. Et du coup, vous avez été harcelé derrière de manière encore pire qu'avant. Ah bah, j'ai été conspuée, menacée de mort. Que n'avais-je pas dit ? J'avais dit l'islam doit se soumettre à la critique, à l'humour, au droit français, aux valeurs de la République. Mais comme tout le monde, en fait. Ben, vous pas voyez, plus, pas moins. Pas plus, pas moins, bien sûr. Mais vous voyez qu'il y a donc des gens qui voudraient qu'il y ait des passe-droits pour l'islam, ce qui est inacceptable. C'est peut-être le mot se soumettre qui a choqué ces gens-là, mais je leur rappelle que islam veut dire soumission, n'est-ce pas ? Et de toute façon, l'islam n'a pas à réclamer une respectabilité de plus que les autres religions, les autres idéologies. Alors dans un livre que vous avez publié récemment, il y a quelque temps, Destruction du fascisme islamique, vous vous énervez très fort sur le terme islamophobie qui pour vous n'a pas de sens ou en tout cas essaye de tuer le débat. L'islamophobie, pour moi, est une imposture intellectuelle. Et c'est l'autre face de la médaille de l'apostasie et du blasphème. Vous voyez, dans les pays où l'islam a le pouvoir coercitif, où l'islam impose sa loi, personne n'est accusé d'islamophobie. Là-bas, lorsque vous critiquez l'islam, vous êtes accusé d'apostasie, vous êtes accusé de blasphème, vous êtes jeté en prison, fouetté, tué, conspué, poussé à l'exil. Mais ici, dans les démocraties occidentales, lorsque vous critiquez l'islam, vu qu'on ne peut pas vous mettre en prison, vu qu'on ne peut pas vous tuer, eh bien on vient vous accuser d'être islamophobe, la main sur le cœur, la larme dans l'œil, en vous disant vous m'avez blessé, ou bien vous critiquez l'islam, donc vous êtes islamophobe, donc raciste, anti la race supposée musulmane. Mais qu'on se pose la question, pourquoi quand on critique le christianisme, on n'est pas accusé d'être christianophobe, donc raciste, anti la race chrétienne supposée ?
c'est absurde, c'est un argument absurde qui n'a pour objectif que de faire taire dans l'œuf, tuer dans l'œuf toute critique rationnelle de la religion islamique. Mais des racistes anti-arabes, des racistes, ça existe aussi quand même. Le racisme existe, bien sûr, et le racisme existe partout. Le racisme, il est du devoir de chacun de le combattre, et je rappelle d'ailleurs que dans des pays comme la France ou la Belgique, il existe des lois antiracistes qui sont parmi les meilleurs au monde, qui n'existent pas d'ailleurs dans les pays, la majeure partie des pays islamiques, qui eux pratiquent un racisme d'État, un racisme social qui n'est même pas condamné. Et vous voyez, moi je trouve que ça nuit au racisme de le réduire à la question religieuse. Quelqu'un qui n'aime pas les Noirs, par exemple, il n'aimera pas davantage un Noir chrétien qu'un Noir musulman. Donc prétendre que l'islamophobie, c'est l'essence du racisme, c'est nuire au combat antiraciste et le vider de son sens. Alors, vous êtes à la Foire du Livre, avec ce livre dont j'ai parlé, et justement, lors de l'inauguration, il y a quelqu'un qui s'est permis d'un petit peu saccager le stand, mais surtout vos livres, en fait. Déchirer des pages, les jeter par terre. C'est votre lot d'être intimidé comme ça? Ou bien c'est exceptionnel? Mais c'est le lot de tous ceux qui critiquent cette idéologie mortifère qui s'appelle l'islamisme, qui est une idéologie qui veut par tous les moyens aujourd'hui faire régner la terreur intellectuelle, que ce soit en déchirant des pages, que ce soit en tuant les gens, que ce soit en se victimisant. Moi, je ne cède pas à cette intimidation-là. J'ai identifié cet ennemi depuis ma plus tendre enfance. Je le connais intimement. Je lutte contre lui. Et j'ai envie de dire à ceux qui ont fait ça, dont d'ailleurs j'ignore l'identité, que ça n'a jamais honoré personne de détruire les livres. C'est qui a détruit les livres? C'est l'Inquisition, c'est Torquemada, c'est ceux qui ont fait des autodafés à travers l'histoire et qui ont détruit les livres parfois de gens comme Averroès, qui aujourd'hui fait l'honneur de la civilisation islamique. Eh bien, c'était le pouvoir islamique de l'époque qui lui a brûlé ses livres. Alors, votre stand, c'est avec l'éditeur Ring. Il y a quand même... Est-ce que vous choisissez vos soutiens? Parce que parfois, notamment, cet éditeur a d'autres auteurs qui sont qualifiés de droite extrême. Et souvent, la droite extrême trouve que ce que vous dites est fantastique. Il n'y a pas que, évidemment. Mais est-ce qu'on choisit ses soutiens? Est-ce que parfois, il y a des soutiens un peu indésirables? Alors, on ne choisit évidemment pas ses soutiens. Lorsque j'ai fait l'objet de menaces de mort récemment, j'ai reçu des soutiens de l'ensemble du spectre politique, alors de la droite souverainiste jusqu'à la gauche radicale. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les questions que je défends sont des questions républicaines en France, donc qui transcendent les appartenances politiques. Et ce n'est pas parce que quelqu'un m'apporte un soutien sur Twitter, par exemple, que j'écope de l'ensemble de ces casseroles politiques. Sur mon éditeur, alors... moi, je réponds du contenu de mes livres. Est-ce qu'on demande aux éditeurs qui ont publié les livres de Tariq Ramadan ou de Tariq Oubrou, est-ce qu'on demande à tous leurs auteurs de se justifier du contenu qui est un contenu, par exemple, de frères musulmans dans le cas de Tariq Ramadan? Je suis responsable de mes livres et je suis bien heureuse de trouver aujourd'hui en Europe, en France, un éditeur qui accepte de publier mes livres parce que vous savez, il y a une censure insidieuse, il y a une bien-pensance qui est aujourd'hui très très largement diffusée dans la scène culturelle française et belge aussi, je suppose, malheureusement. Et heureusement qu'il y a encore des éditeurs qui prennent le risque d'éditer des gens comme moi. Alors vous savez, pour l'instant à Bruxelles, il y a un procès très important aux assises. C'est le procès de Médine et Mouche pour l'attentat au musée juif. Et les avocats plaident le complot, plaident l'innocence de Médine et Mouche. Et son modèle, pourtant, Médine et Mouche, c'est Mohamed Merah. Donc on se rend compte quand même que... la déradicalisation ne fonctionne pas vraiment. Vous y croyez, vous, à la déradicalisation, quand on voit des personnages comme ceux-là? Je ne crois absolument pas à la déradicalisation institutionnelle telle que pratiquée, telle que financée aujourd'hui par l'État français ou l'État belge, même si je sais un peu moins comment ça se passe en Belgique. Mais la déradicalisation institutionnelle à la française n'a jamais déradicalisé personne. Moi, je connais un seul moyen de déradicaliser les gens, parce que c'est possible de déradicaliser les gens, et j'ai connu des déradicalisés, eh bien, c'est de libérer la critique rationnelle de la religion islamique, de protéger ceux qui critiquent cette religion, qui font le travail intellectuel qui consiste à challenger les croyances d'un autre âge de ces gens-là, et libérer l'humour, décontracter le débat sur la religion islamique, la démystifier. Voilà le seul moyen efficace de déradicaliser les gens. Et à ceux qui disent c'est une religion de paix et d'amour, vous qui connaissez bien l'islam, comment vous arrivez à leur répondre en leur prouvant finalement que
même les terroristes, vont chercher dans les textes sacrés leur manière d'exister. Écoutez, le djihad est une obligation en islam. Les versets qui disent qu'il faut combattre dans une optique prosélyte, combattre par les armes, y compris les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire des gens du livre qui croient, des gens du livre, en des croyants aussi, des croyants. Eh bien, ces versets-là sont légion. Qu'on ne vienne pas me parler de religion, de paix et d'amour, lorsque cette religion aujourd'hui, elle produit une idéologie qui tue des gens non seulement ici chez nous en Europe, mais depuis les Philippines jusqu'en Amérique du Nord, en passant par la Syrie, le Nigeria et la Somalie. Il faut quand même arrêter de ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Il y a une profonde crise philosophique au sein de la civilisation islamique et il est grand temps que l'on se penche sur les textes de cette religion. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'une religion qui dit que la terre est plate, comme les textes de la Bible, qui dit que la terre est plate et qu'elle repose sur la corne d'un taureau, et qui dit que la femme est inférieure à l'homme, et qui est écrite par des bédouins il y a 15 siècles dans le désert d'Arabie, peut nous apporter de la paix et de l'amour aujourd'hui. Un peu de sérieux, voyons. Alors, pour en revenir aux démocraties occidentales, est-ce que, finalement, vous leur en voulez, peut-être, de ne pas avoir vu cette montée de l'islamisme ? Il ne faut pas généraliser, car on est bien content, nous, apostates de l'islam, de pouvoir trouver refuge aujourd'hui dans les démocraties occidentales. Vous imaginez, si ces démocraties n'existent plus, où irons-nous ? Où est-ce que quelqu'un comme moi pourrait aller ? Alors, ces démocraties, il faut qu'on les soutienne aussi, qu'on leur apporte notre concours et qu'on les aide à résister contre cette espèce de raz-de-marée islamiste, victimaire, qui essaye d'obtenir des droits communautaires qui ne sont pas des droits. J'aimerais juste rappeler qu'en démocratie, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le droit de ne pas être blessé. Le seul droit qui existe, c'est le droit à la libre expression. Merci Zineb El Razoui. Demain, dans Les Experts, je recevrai Didier Gauzoin et Sophie Wilmès. D'ici là, bonne soirée à tous.